يكون ويا غدي يسلن الزلف الاول ثمرتنا مازالت تنادي غف ثفاث يطجنت للي يوغي غادي يفلالي ويذ يحكم الدمور 62 غرسا ويذ يقفد لنا فريد اذا نجرني مزورا ويذ يقرن لساس كسكواس 1926 ذي ليطوال نور افريكان فغانتيد تزايريث فغانتيد تمازيغت فغانتيد تاكدودانت ويذي تحكمان 62 رسا وثنة السفغن أترن تمصريث أترن تسوريث فغانت أسكسن كشريلان ذي ستانصليث المزيان 22 فورار 2019 فغانتيد تزايريث تاكدودانت فغاند يوكن الطلفن ثيل اللي الطلفن ثقدوث كرند يوكن أدرن ثنصليث إثمرث الجزائر. Chers auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Permettez-moi de vous présenter nos invités aujourd'hui pour notre émission Politica sur la chaîne TQ5. À ma gauche, Rabah Moula, Azoul. Bonsoir. Azoul Kamal, bonsoir. Rabah Moula, qui est un militant et cadre politique du parti au Québec, donc Québec solidaire, et enseignant au Cégep, donc c'est un militant du Hirak ici à Montréal. ثم تيفوست مدروات كريم بعمار أزول فلاك أزول كمال ثنمير تيجيسان أزول ويدي توالين تيكو 5 analyste politique et expert en réorganisation des entreprises. Avec nos invités, nous allons essayer de comprendre pourquoi le peuple algérien n'arrive toujours pas à s'entendre sur la façon de construire un État fort et stable pendant que une poignée de personnes s'accaparent le pouvoir et décident sur le sort et le destin des 44 millions d'Algériens. Le 22 février 2019, le peuple a fait éruption sur la scène politique et progressivement a demandé un changement de système de gouvernance. C'est le slogan Jazair Hora Démocratia, pour une Algérie libre et démocratique. Ce changement de système est-il possible aujourd'hui? Ce changement de système est-il encore dans l'esprit du Hirak 2 ans après 22 février 2019? Rabah, à toi la parole. ثنميرتي كمال ثنميرتي تيكي 5 الزول فلاون الزول كريم الزول مراوي ذيك غادي تابعا سور تيكي 5 كسوا دقيق مونريال تمورت القبائل تمورت الجزائر. La question pourquoi vous vous posez la question Kamel, pourquoi le peuple algérien n'arrive pas à s'entendre pour dégager une alternative pour aller vers un État démocratique, un État libre et démocratique. Je ne sais pas si les peuples s'entendent d'une façon générale, parce que le peuple est fait d'un certain nombre de catégories sociales, des catégories, une certaine diversité. On ne peut pas s'entendre, mais ce qui s'est passé, vous l'avez souligné dans votre propos, le 22 février, il marque une rupture entre les masses, ceux qui sont ce qu'on appelle ceux d'en bas et ceux qui dirigent donc le pouvoir, ceux qui ont le pouvoir en Algérie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies depuis le 22 février. Il y a beaucoup d'avancées. Vous avez souligné la question Amazigh, par exemple. Et je ne considère pas que ce serait manquer de respect à toutes les générations de militants pour la cause berbère, la cause Amazigh en Algérie, que de dire que le peuple algérien n'a jamais fait une telle avancée sur cette question-là précisément que depuis le début du Hirak. Sur la question des femmes, l'éruption, vous avez souligné l'éruption des masses donc sur la scène publique. On peut dire la même chose sur les femmes. Quand vous savez, vous vous rappelez la mascarade du 12 décembre 2019,
on avait une image magnifique, une femme, je pense c'est à Djelfa, elle seule qui a annulé un meeting d'un pseudo-candidat au présidentiel. Et on les voit sur les réseaux sociaux de Tamna Rassat, de Tizi Ouzou, de Vgaïeth, de l'Ouest. Elles sont là présentes, prêtes à se battre pour une Algérie libre et démocratique, pour une Algérie d'égalité des citoyens et des citoyennes. Moi, je considère que c'est de réelles avancées. L'Algérie n'a jamais avancé vers cet objectif que vous avez souligné dans votre introduction que depuis le début du Hirak. On n'est pas encore près de l'objectif. Il y a, par exemple, cette parenthèse de la Covid qui dure depuis 9 mois, qui a été exploitée par le régime pour saper le mouvement populaire, pour lui faire porter des coups afin d'empêcher la reprise des manifestations politiques. Mais je considère ce qui s'est passé... Ça a changé des priorités dans la pensée des citoyens, parce que la crise... Exactement, c'est très important. La crise économique et sociale... La crise économique... c'est une question de priorité. Tout à fait. Je pense que le Hirak a très bien agi en décidant de suspendre les manifestations, les marches au mois de mars de manière responsable, avant que les autorités le demandent ou le décident. Donc c'est les dirigeants du Hirak, c'est le Hirak mouvement populaire en lui-même qui a décidé de suspendre. Mais c'est vrai que depuis le début de la pandémie, il y a des coups très importants qui ont été portés pour aller saper l'unité du mouvement populaire. Est-ce qu'il a réussi? Peut-être on reviendra là-dessus dans la discussion. Karim, une deuxième fois. Donc, d'après ce qu'il a dit, c'est vrai. Et on a réalisé des avancées, tout ça. Est-ce que 2 ans après, la détermination qu'on a vue, surtout la marche du 8 mars 2019, qui avait atteint un certain niveau de mobilisation incroyable, presque dans les 48 wilayas. Est-ce que cette mobilisation, elle existe encore? Est-ce que cette détermination, elle existe encore pour revenir à une mobilisation similaire maintenant? Pour moi, l'esprit du Hirak, il est toujours là. Et le Hirak, il va rester jusqu'à l'instauration de l'état de droit, la démocratie et les libertés. Et je vais vous dire, je vais être très bref, pour 2 raisons. Et ces 2 raisons sont citées par les plus grands penseurs des mouvements de non-violence des années 50, des penseurs des années 70. Ils ont dit qu'il faut 2 conditions. Et les 2 conditions sont remplies par ce Hirak. Ce Hirak, il est très très fort. Et la première condition, parce que le Hirak, il a su enlever la source du pouvoir. Et le philosophe Hobbes, c'est un philosophe anglais dans le XVIIe siècle, c'est le père du contrat social. C'est lui qui a parlé de la naissance d'un État. À l'époque, il y avait le roi et le pape. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'un pouvoir, il est légitime ou sa force, elle est dans l'acceptation par le peuple, d'être accepté par le peuple. C'est la croyance du pouvoir, c'est la croyance du peuple qu'il doit régner. Et le peuple aujourd'hui, le Hirak, il a enlevé ce droit à l'État. Donc ça, c'est une première réussite. La deuxième, c'est-à-dire c'est la désobéissance et c'est la non-soumission. La deuxième chose dont ces penseurs ont parlé, et vous allez être un petit peu peut-être étonnés, c'est la capacité d'être têtu et odieux. Ça a été dit par des penseurs. C'est la capacité d'être têtu. Têtu contre un pouvoir qui est têtu, qui pendant 60 ans ignorait le peuple. Donc, le peuple, il a démontré qu'il n'a plus peur. C'est les 2 points qui, d'après ces penseurs, qui font que le Hirak, l'esprit du Hirak, il est là et il restera. C'est intéressant ce que je vais enchaîner avec une question qui est toujours dans le même esprit, dans le même ordre d'idée. C'est que le système, il est composé d'officiers qui réfléchissent comment garder le pouvoir. Okay? Donc il y a la police politique, il y a des gens qui réfléchissent. Hein? Lui-même, il a ses propres moyens, donc ses propres penseurs qui pensent pour lui comment maîtriser les foules, maîtriser le peuple, comment endormir le peuple, comment garder le peuple docile, je m'excuse pour le terme, mais obéissant à un système, tout le monde sait, la majorité sait, corrompu, qu'il ne faut pas garder.
Mais l'expression la تخرج على الحاكم. Quand on voit le système actuellement, il utilise certains leviers, la religion et tout ça, certains référents culturels et tout ça. La تخرج على الحاكم, c'est religieux. Le pouvoir, il est en train de l'utiliser. Et lui-même, il évalue. Je pense que moi, je pense pas que ce système-là, il est idiot ou il manque d'intelligence. C'est un système qui réfléchit, qui pense. Le fait qu'il est toujours au pouvoir, donc il a une certaine intelligence. Donc il arrive à comprendre que ces actions sur la société, elles ont de l'impact. Quand on voit des chouyours qui font des fatwas, qui disent ceci ou cela, dans le sens de garder le peuple toujours dans la soumission, donc ça veut dire que lui-même, il sait que ça marche. Et c'est ça le problème. Est-ce que nous sommes arrivés à déconstruire ce discours-là ou il nous reste encore du temps? Là, vous parlez de la question de la faiblesse du Hirak. La faiblesse du Hirak, justement, elle est là. C'est que la faiblesse du Hirak, les forces qu'on a parlé, il y a la capacité de dire non, c'est les forces. La deuxième, c'est que le peuple, il a enlevé le pouvoir légitime à l'État. Ça, c'est les deux forces. Une des faiblesses que tu as mentionnées, il y a d'autres faiblesses très, très importantes. C'est le manque d'un grand plan qui rassemble les diverses actions pour qu'on fasse les actions ensemble pour affaiblir le pouvoir. Parce que le pouvoir, il est très, très puissant. Et pourquoi on n'arrive pas à rassembler toutes ces actions? Parce qu'on n'a pas de société civile forte. Et ça nous manque. On a des brillantes figures, par exemple Tabou, mais le pouvoir, il n'a pas peur de Tabou tout seul. Il nous faut une société civile qui va apprendre au Hirak et au peuple comment grossir ce Hirak. Malgré les massacres que le pouvoir fait, en plus, cette société civile doit apprendre au Hirak à être disciplinée. Parce que le pouvoir va essayer de détruire ce Hirak. Sans discipline, le Hirak va avoir des problèmes. La deuxième chose aussi, on parle des faiblesses de Hirak. La deuxième grande chose que les gens ne parlent pas beaucoup et que les penseurs des mouvements de libération, de non-violence parlent beaucoup, c'est une lutte à la besoin d'éducation massive du peuple, pour éduquer le peuple. Parce que éduquer le peuple, le Hirak, le monde, souvent, il pense que c'est une lutte non-violente, c'est une lutte à la Gandhi, alors qu'en réalité, le Hirak, c'est une lutte armée dont les armes sont différentes. C'est des armes sociologiques, politiques, c'est des armes politiques, économiques, et c'est le refus d'obéir et le refus aussi de coopérer jusqu'à ce qu'on désintègre le pouvoir. Donc tu as mentionné le manque d'organisation, le manque de structure, pas la structuration du Hirak. Et là, je viens à ton point qui est la grande faiblesse, c'est la cohésion des différents mouvements démocrates et religieux. Et c'est là où je viens à ton point, c'est que si on regarde tous les mouvements pacifiques, il y a eu 50 pays qui se sont libérés depuis les années 70 et la plupart par des mouvements pacifiques. Il n'y a aucun pays d'Amérique latine, de l'Europe de l'Est et de l'Asie, comme la Birmanie et Tchécoslovaquie, il n'y a aucun pays où il y a eu des partis religieux qui se sont interférés, à part l'Égypte où il y a eu un parti musulman qui s'est interféré, les frères musulmans, et ça a fini par un désastre. Maintenant, c'est Sisi qui commande. Non, mais durant la révolution égyptienne, les frères musulmans, ils étaient absents. Donc, ça veut dire qu'ils étaient derrière le rideau. C'est ça. Après qu'ils ont essayé, ils sont venus sur la scène pour récupérer la Khouane. Parce que maintenant, tu as posé un problème d'organisation. Rabah. Gaïd Salah, il est venu prendre le pouvoir au milieu d'un mouvement populaire qui avait atteint le millionnaire, comme on dit, c'est des marches de millions de personnes. Juste pour rappeler certaines dates, Gaïd Salah, selon le témoignage de Louis Ahnoun et de ceux qui ont fait, soi-disant, la réunion pour sauver la République, selon leurs termes,
ils ont discuté avec Bouteflika et l'ont convaincu de démissionner, donc de quitter le pouvoir et d'aller vers un processus qui va permettre aux siens de sauver, donc d'échapper à la justice et puis de recycler le système à leur façon. Donc ils ont dit qu'il avait accepté avant que Gaïd Salah ne demande l'application de l'article 102 de la Constitution le 26 mars 2019 à partir de la caserne de Ouargla. Qu'est-ce qui a fait que Gaïd Salah a pu détourner cette révolution alors que la population était dans la rue, elle était à son apogée en termes de mobilisation? Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce que je te dirais, Kamel? On sait que c'est un secret de polichinelle, comme on dit, que de dire que l'armée a toujours été le réel pouvoir, le pouvoir réel en Algérie. Il y a eu quelques périodes où on a vu des chefs d'État avoir une certaine autonomie vis-à-vis du commandement militaire, mais globalement, tous les chefs d'État en Algérie, ils sont soit issus de l'armée, soit ils sont contrôlés par le commandement militaire. Donc l'armée a toujours eu le vrai pouvoir en Algérie, le pouvoir, donc elle l'a gardé. Et ce qui s'est passé avec le Hirak, je dirais, c'est une remise en cause, c'est une volonté de remettre en cause le pouvoir de l'armée en Algérie. Ça a été clairement affirmé par la volonté, par le slogan pas d'État, un État civil, pas d'État militaire, État civil et non militaire. Ça, c'est une volonté du peuple de s'émanciper justement du pouvoir de l'armée, de construire des réelles institutions démocratiques. Je dirais que le commandement militaire, un certain nombre de généraux, ont senti qu'il y avait un réel changement qui allait se produire donc, avec le Hirak. Et c'est comme ça que j'interprète ce qu'a fait Gaïd Salah. Moi, je ne focalise pas trop sur la personne de Gaïd Salah. Gaïd Salah, ouais, je ne le personnifie pas. Je veux dire, ce qui s'est passé, je dirais, c'est le commandement militaire qui a senti le pouvoir s'échapper sous ses pieds et qui a réagi avec la façon qu'on a vu, en essayant de semer la zizanie au sein du Hirak. Ça a commencé, par exemple, sur la question du drapeau amazigh. Dans le discours de Gaïd Salah, où il a tenté de dire qu'on ne tolérera pas que des manifestations brandissent le drapeau amazigh. Et on a vu la réponse du Hirak 2 jours après à Tissemsil, à Djelfa, dans des régions arabophones qui ne sont pas réputées comme des bastions de la lutte pour Tamazight. Le Hirak a brandi le drapeau Tamazight. C'est la réponse claire du peuple. Donc moi, je considère que le commandement, il tient encore les rênes du pouvoir en Algérie et qu'il y a une prise de conscience du côté du peuple algérien qui entend, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et j'espère qu'avec la fin de la crise de la pandémie, qu'il fera aussi, qu'il y aura d'autres occasions où le peuple va faire des démonstrations tant qu'il a réussi à le faire, qui ont émerveillé le monde entier sur sa capacité à construire une réelle république libre et démocratique où les élus, ce sont des élus du peuple et non pas des pseudo-élus qui sont réellement désignés par le commandement militaire. Donc voilà, par rapport à la question, moi personnellement je suis confiant sur la capacité du Hirak à revenir en force. Et on a vu, comme je le disais tout à l'heure, avec la magnifique manifestation de Kharata il y a 2 jours, je garderai une certaine réserve par rapport aux consignes sur le Covid. C'est-à-dire, on n'a pas vu beaucoup de gens porter le masque, par exemple. Ça, c'est regrettable. Je pense que les dirigeants, les figures connues du Hirak devraient appeler et insister sur la nécessité de respecter les consignes en matière de distanciation sociale, en matière de port du masque, parce que malheureusement, donc, si on ne le fait pas, le Hirak ne conservera pas
l'attrait qu'il a eu en 2019 Cet esprit de responsabilité, à travers le monde, cet esprit de responsabilité, le civisme, la conscience donc, Citoyenne. la conscience citoyenne et la volonté aussi de montrer l'exemple. Parce qu'on a vu plusieurs scènes à travers le monde, il y a plusieurs mouvements qui se sont inspirés du Hirak. Il faudrait que ça reste. Je pense qu'il faut insister sur la nécessité de considérer que la crise sanitaire, c'est pas elle existe, elle est bien réelle, même s'il n'y a pas beaucoup de cas en ce moment en Algérie, mais elle est bien réelle à travers le monde. C'est ça. Il faut faire attention, il Ouais. faut toujours porter le masque ça. et tout ça. Karim, est-ce que durant la phase février, mois d'avril, est-ce que vous ne pensez pas que le Hirak a raté l'occasion de saisir le taureau par les cornes et d'aller de l'avant pour mettre ce système à genoux? Il était resté dans le pacifisme absolu. Oui, oui, c'est-à-dire les gens sont un petit peu confus. Je pense que le Hirak, c'est ça. Je répète un petit peu, c'est pas un mouvement de pacifisme. C'est qu'on n'a pas su jouer avec les faiblesses du pouvoir. On a sous-estimé la capacité de violence du peuple. Parce que le Hirak, il fait trembler le pouvoir, parce que le pouvoir sans le peuple, il n'est rien. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup fait assez de choses dramatiques parce que si on considère que le Hirak, c'est une lutte qui ressemble à une lutte armée, mais l'arme, elle est différente. Elle est pacifique. Elle est pacifique, toujours pacifique. C'est très, très important qu'elle soit pacifique. D'ailleurs, une lutte comme le Hirak, d'un mouvement non violent, il est beaucoup plus puissant qu'une lutte armée. Il est beaucoup plus puissant. Pourquoi il est plus puissant? Parce que le peuple refuse. Il refuse le pouvoir. Et je pense que il y a eu des hésitations un petit peu, mais je pense que le peuple, il a besoin d'être plus encouragé. Il a besoin d'une société civile qui va le rassembler, le rassurer, l'éduquer et avoir une planification pour planifier toutes les petites actions et ces petites actions qui se rajoutent qui vont agir contre ce dictateur. Donc, est-ce qu'on a raté il y a eu beaucoup de figures individuelles, ce qui est très bien, mais ce n'est pas assez. Le problème du Hirak, c'est que ces figures individuelles devraient se rassembler et former une société civile, parce que le Hirak ne va grossir, ne va tomber que s'il y a une société civile derrière, qui va encourager ce peuple et aussi préparer la transition et rassurer les gens qui commencent à avoir des hésitations. Donc, c'est ça. Donc, il faut aussi former une base civile, une base civile de défense. Comme l'armée populaire nationale, l'armée qui a libéré l'Algérie, on avait des bases armées de défense, qui sont les 5 régions militaires. Et c'est avec ça, en s'organisant, qu'on a fait sortir le dictateur, la France, le colon. 6 régions, pardon, les 6 régions. Et il nous faut la même chose, des bases civiles de défense dans toutes les régions d'Algérie. Et aujourd'hui, je peux dire, comme la Wilaya 3, qui était très forte pendant la guerre de libération, et je le dis aujourd'hui honnêtement, la base civile de défense, elle est en Kabylie. C'est la tête du Hirak, et il faut qu'elle avance et qu'elle apprenne à toutes les autres régions de continuer ce mouvement. Il est clair que la marche de Khrata du 16 a démontré que Khrata, c'est le berceau du Hirak
en Algérie. Mais vous voulez ajouter quelque chose Oui, je par voulais rapport à réagir l'organisation? sur la faiblesse du Hirak. C'est vrai, moi je suis d'accord sur le problème d'organisation, mais depuis la Covid, justement, je pense que le Hirak a cheminé. Il y a eu plusieurs initiatives qui sont nées. Je dirais, la première c'était NIDA 22. Il faut dire aussi qu'avant le Hirak, il y avait le PAD. Son impact sur la société, c'est certes limité, mais c'est une belle initiative. Ça montre le chemin. Il y a eu NIDA 22. L'aspect le plus important à souligner, c'est sa capacité à brasser très large au sein des courants idéologiques dans la société. Mais je dirais sa faiblesse, et j'ai eu à faire un commentaire fraternel donc à quelques représentants de NIDA 22, c'est le fait qu'ils ne discutent pas de la question des valeurs. Ce que fait justement l'autre initiative qui est née il y a quelques mois, quelques semaines, celle du Congrès pour la citoyenneté, et il s'exprime sur les valeurs, notamment sur les valeurs sur lesquelles le Hirak s'est exprimé. Moi, j'avais fait le reproche à des gens de l'IDA 22, comment se fait-il que dans l'appel que vous faites, il n'y a pas la question de la nécessité pour le peuple de garder sa souveraineté sur les ressources naturelles. Ce n'est mentionné nulle part, ce que fait justement le Congrès pour la citoyenneté. Je pense qu'on devrait aller vers des initiatives au niveau de la société civile qui s'expriment, qui définissent, qui tracent les contours de la société à construire. Parce qu'il ne suffit pas d'abattre ce régime-là, encore faut-il savoir par quoi il faut le remplacer. Est-ce que vous avez développé, Rabah, c'est intéressant, c'est que ces initiatives-là, l'idée d'organiser le Hirak, à mon sens, est-ce qu'ils ne sont pas tombés dans un cercle vicieux où, à un moment donné, on essaye d'évacuer des questions qui divisent, soi-disant, qui divisent, et en parallèle, en même temps, on ne peut pas avancer si on ne règle pas ces questions-là. Là, on est dans un cercle vicieux. Alors, comment faire pour dépasser ce marasme? Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Je veux dire, ceux qui prônent l'éviction d'un certain nombre de questions sensibles sur lesquelles il n'y a pas un consensus politique en Algérie, en fait, ils font de fait dans l'exclusion. Parce que je considère que l'une des intelligences du Hirak, c'est d'avoir permis à tous les courants politiques idéologiques présents dans la société de s'exprimer. On doit tous avoir ce droit-là de nous exprimer, mais c'est important d'avancer. Donc moi, je suis conscient sur la question des islamistes, par exemple, on peut citer le mouvement Arachad, c'est des courants qui existent dans la société, il faut prendre acte qu'ils existent, ça ne nous empêche pas d'aller avancer, de débattre, et ça a été fait de façon intelligente dans le Hirak, et depuis la Covid aussi, à travers les discussions sur les réseaux sociaux qui se déroulent sur votre chaîne et d'autres chaînes sur des plateformes du Hirakiste simple, c'est que la société algérienne avance. Moi, je considère sur le slogan, par exemple, Jazair Hurra Demokratiya, qui ne faisait pas consensus dans les années 90. Aujourd'hui, ça brasse très large. Le leitmotiv, Algérie libre et démocratique, ça veut dire que la société est preneuse d'idées. Je veux dire, on regarde ce qui se passe dans le monde, dans les vraies sociétés démocratiques, comment ça se fait, comment on construit une démocratie. Et on a envie de ressembler plutôt à ces sociétés-là et non plus à des régimes autoritaires qui confisquent les libertés des citoyens et des citoyennes. Moi, je considère que la voie est tracée. Si j'avais un rêve, moi, j'espérerais qu'il y ait une force politique de la taille qui brasse aussi large que NIDA 22, mais avec l'approche qu'a, par exemple, le Congrès pour la citoyenneté. Il y a des valeurs, égalité entre tous les citoyens, souveraineté du peuple sur les ressources naturelles, séparation du politique et du religieux, etc. Et on n'exclut personne comme courant politique. On avance, je pense, c'est ce que nous apprend aussi l'exemple tunisien. Les islamistes n'ont pas été effacés de la scène politique, mais il y a un combat permanent au niveau idéologique, respectueux, avec des moyens qui sont des moyens civilisés. On essaie d'avancer avec un compromis. Tout n'est pas rose, tout n'est pas réglé en Tunisie. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre issue qui puisse nous faire avancer vers une société réellement démocratique. Merci. Karim, à travers tout ça,
on voit qu'il y a une hésitation au niveau, parce que ce n'est pas tout le peuple qui s'est engagé dans le Hirak. Il y a des hésitations. Il y a des gens qui sont retournés, et des gens qui sont revenus sur le Hirak, tout ça. La question qui se pose, selon vous, le peuple algérien est-il prêt pour un changement du système de gouvernance? Réellement, est-ce qu'il n'a pas peur de changer? Parce qu'il y a l'effondrement de l'État, l'effondrement du système, la confusion et tout ça. Est-ce que psychologiquement, le peuple est prêt à affronter, à accepter le changement avec les conséquences qu'il va y avoir? Ouais. Très bonne question. Moi, je dirais, je suis optimiste, mais en même temps pessimiste. Pourquoi? Écoute, on a gagné la Coupe d'Afrique avec 11 joueurs qui sont formés à l'étranger. Il faut se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Algérien, ailleurs, il réussit. Mais dans son propre pays, il ne réussit pas. Pourquoi il ne réussit pas? Parce que le régime de peur et de violence, il a fait un lavage de cerveau au peuple algérien. Il a inculqué le racisme, l'ultra-religiosité, pas de société civile, des élections de mascarade, des discours vides, mensongers, etc. Maintenant, je vais parler un petit peu de Hirak du point de vue, d'après les politiciens, des politiciens puis des stratèges politiques, de la dynamique des mouvements. Il y a 8 items qui sont très importants pour dire, qui donnent un petit peu, pourquoi je dis je suis optimiste et pessimiste un petit peu. Je suis optimiste sur 6 points, et 6 points qui ont été relevés. Et je vais les exposer rapidement. Hein. D'abord, l'Algérien, ce n'est pas comme l'Égypte ou l'Arabie Saoudite ou les pays du Moyen-Orient. On a été exposé à l'Occident. Ça, la première chose. C'est une très bonne chose, c'est un bon point pour l'Algérie. La deuxième chose, on a déjà eu une expérience démocratique durant les années 90. Une petite brèche. Ouais. Et cette expérience, elle est très importante. Elle nous a appris qu'il faut faire attention à l'islamisme et le wahhabisme qui vient de l'Arabie Saoudite. Mais ça nous a pas empêché de nous avoir durant les règnes Bouteflika. Absolument. Oui, c'est ça. Le régime, il nous sépare avec la religion et le wahhabisme. La troisième chose, c'est que les Algériens aujourd'hui, avec le Hirak, ils savent comment gérer un mouvement pacifique. Et ça, c'est très important. On a démontré ça dans le monde entier. Et la quatrième chose, c'est le climat politique. Est-ce qu'il est mature en Algérie? Oui, il est mature jusqu'à un certain point. Il manque un petit peu la notion des droits et libertés qui n'est pas très bien comprise, comme a dit Abdel Ali Yahya. Il a parlé de ça dans son livre, qui a 100 ans. Il y a la cinquième chose, c'est on a développé des mouvements d'opposition. Donc on a maintenant la sixième chose, c'est qu'on a une bonne classe moyenne qui est substantielle. Ce qui manque maintenant, c'est la société civile. Le septième point, très important pour le Hirak de former une société civile. Et c'est un message que je donne à toutes les figures du Hirak aujourd'hui qui militent très fortement, en qui on a confiance, mais ils militent tout seuls. Ils devraient se rassembler. Vous connaissez qui sont les figures, on les voit tout le temps, partout. Ces figures-là, elles doivent se rassembler. Comme on s'est rassemblé le 1er novembre 1954. Ce n'est pas Boudiaf qui l'a fait tout seul, ce n'est pas Ahmed Yahya, ce n'est pas Ben Ramdan tout seul. Ils l'ont fait en groupe. Et cette lutte, il faut la faire en groupe. Le 8e élément qui nous manque 3 éléments où le Hirak c'est le fort sentiment d'identité nationale. L'identité nationale. Ça, c'est un grand chantier. Okay, c'est un grand chantier, je ne l'attaque pas. Combien il me reste un petit peu? Vas-y. Bon, il me reste 1 minute, c'est tout. Et la minute, bon, il faut que je saute très vite. Je voulais donner par rapport optimiste, pessimiste. Écoute, on est entre les deux expériences, Tunisie et Égypte. Tunisie, ils ont réussi leur Hirak parce que la Tunisie, c'est un pays qui a... La seule raison que la Tunisie a réussi mieux que l'Égypte, parce que la Tunisie a une société civile. En Tunisie, ils injectent 37% de leur PIB, il est injecté dans l'éducation, etc. Actuellement, Sisi vient de déclarer la réforme du système éducatif, point de religion dans les matières essentielles, et l'éducation. Bon, il a changé à ce moment-là. L'éducation islamique, il va devenir donc l'éducation religieuse. Ouais. Parfait. Mais l'Égypte a mal tourné. Pourquoi?
Parce qu'à leur origine, c'est un régime fortement militaire depuis un siècle. Le régime militaire de l'Égypte, hein? Oui, je comprends. Les sociétés évoluent. Ouais. Il y a eu beaucoup de coups d'État en Égypte. C'est juste pour vous tracer les différences. Hein. Et nous, on est entre les deux. Et l'Égypte, avec l'Azhar et le droit divin, donc ils ont beaucoup de... Le frère musulman part de l'Égypte et tout ça. Tout le monde connaît l'histoire. Donc, l'Algérie, elle est entre les deux. Maintenant, je vais donner mon dernier mot. C'est que je compte beaucoup sur les Amazirs, les Kabyles. Ce n'est pas parce qu'ils sont... Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont meilleurs que les autres. Les Kabyles et les Amazirs, ils ont une grande expérience pour mener les guerres pacifiques. On l'a vu en 80, en 88. D'abord, on l'a vu en 77 quand ils ont crié tous Abba Boumdine dans le stade. Ça, c'était les Kabyles. C'était les seuls qui ont défié le tyran. En 80, en 88, en 2000. Donc, moi, je demande, pour mener ce hirak, et aussi, je demande aux Kabyles, au lieu de se victimiser, de se retirer et se sentir oppressés par l'arabo-islamiste, non. C'est de réveiller des autres régions et ensemble, se réconcilier. Créer des ponts avec les autres régions d'Algérie. C'est ça. Travailler avec les autres et que toutes les régions d'Algérie reconnaissent le travail des Amazirs. Parce que pour moi, l'Algérien, c'est un Amazir. Les 70% qui sont arabophones, ils doivent se réconcilier avec leur histoire Amazir. Donc, mon dernier mot de la fin, Ga Amazir. Itnahaw Ga Amazir. Et les Amazirs vont mener la lutte contre ce tyran. Et c'est ça mon dernier. Et c'est ça. Ga Amazir, libre et digne. Merci beaucoup, Tanmir. Rabah, une question qui va être vague, mais j'espère que vous allez trouver la formule pour répondre à cette question. Le peuple, il est en train d'assister, impuissant, au système qui est en train de placer, de jouer sa musique, de concrétiser son agenda pour le recyclage du système. Il est en train de s'installer. Les élections prochaines, ils sont en train de se faire. Quel est le meilleur moyen comment on peut imaginer un sursaut qui va sensibiliser le peuple contre ce danger de recyclage du système? Mais comment on peut arriver à bloquer ce système dans cette dernière étape? Parce que si elle arrive à installer une assemblée populaire, j'imagine mal comment les assemblées locales seront difficiles à être installées, hein? Parce que j'entends encore dans les discussions, est-ce qu'on va laisser nos APC vides? Est-ce qu'on va retourner au système de DEC, délégation exécutive dans le temps des 90? Alors, il y a une urgence pour créer un sursaut et vraiment bloquer ce système dans la réalisation de son agenda. À ton avis, c'est quoi le... Enfin, c'est sûr que c'est difficile. Si ça a été difficile au Hirak en 2019 de réaliser ses objectifs alors qu'il était uni, fort, pacifique, le monde entier était branché sur l'Algérie, ce qui s'est déroulé les vendredis, les mardis, c'est d'autant plus difficile aujourd'hui alors qu'on vient de passer 9 mois de Covid, où le pouvoir donc, a usé de tous les moyens pour saper l'unité du Hirak, pour le diviser, pour recruter aussi. Il y a beaucoup de personnes qu'il a pu recruter. Le pouvoir avait déjà une clientèle. Elle existe encore, peut-être même qu'elle s'est renforcée. Et quand vous le dites que le danger du recyclage est bien présent, moi je fais confiance donc, à la capacité du Hirak de réinventer des solutions qui puisse lui permettre d'avancer, de peser encore davantage une fois qu'on est sorti de la crise de la Covid. Moi, l'intelligence, je l'ai dit tout à l'heure, du Hirak, c'est de permettre à toutes les énergies, à toutes les intelligences de la société de s'exprimer. Il faut jamais taire donc aucune intelligence dans la société sous prétexte c'est pas le moment, ça risque de
de faire traîner le mouvement populaire, etc. Donc c'est ça, c'est de ça que le Hirak a tiré réellement sa force. Il faut que ça se poursuive, mais je ne pense pas que ça soit suffisant. Ça réussira donc à maintenir la flamme du Hirak. Je pense que la faiblesse aussi du Hirak, on ne l'a pas souligné dans notre discussion, c'est le fait qu'il y a absence d'une centrale syndicale puissante. On a vu que le régime de Ben Ali en Tunisie, il a pu s'effondrer en quelques semaines. C'est surtout grâce aussi vous l'avez souligné, la société civile, mais surtout à l'UGTT. L'UGTT, l'Union générale des travailleurs tunisiens, qui a pu par moments, comme l'UGTA dans notre pays, s'aligner sur le régime. Au moment de la révolte du peuple tunisien, il a su choisir son camp, se mettre aux côtés du peuple, déclarer une grève générale, et c'est ça que... Avec la corporation des avocats aussi. Avec la corporation des avocats, mais je pense qu'une force sociale du type syndical qui bloque l'activité économique est nécessaire pour abattre ce régime-là, parce que sinon, on a vu que durant toute l'année de 2019, le pouvoir, à un moment, il s'est accommodé des marches populaires qui sont organisées les vendredis, même les mardis, mais ça prend d'autres moyens que devra inventer le Hirak s'il le faut pour atteindre ses objectifs. Merci beaucoup. Merci. Avant d'y aller à la pause, on va écouter notre ami Ali Brahimi, qui est en Algérie, un juriste et militant de la démocratie et membre fondateur du Congrès pour la citoyenneté. Je peux rajouter un petit mot. Zoula Kamal, Zoula qui l'équipe TQ5, Thelmirth et Médard Darden. Bonsoir, merci à l'équipe de TQ5 de nous avoir invités. Je vous dirais d'abord concernant les origines du Hirak, je vous dirais d'abord que le Hirak est d'abord une sédimentation de plusieurs décades de lutte démocratique du peuple algérien. Plus concrètement et plus proche de nous, le Hirak est né en fait de la rencontre entre une jeunesse qui n'a pas vécu les années 90, une jeunesse qui s'est retrouvée à partir des années 2000 pratiquement dans un monde sans frontières, régi par des technologies de la communication et de l'information tout à fait nouvelles, et une jeunesse qui s'est acclimatée à elle. Donc je vous dirais que le février 2019 est à la fois le produit d'une sédimentation de plusieurs luttes démocratiques passées depuis des générations et de la rencontre entre une jeunesse nouvelle et nombreuse avec l'éthique, voilà. Maintenant, vous me dites, est-ce que l'esprit du Hirak est toujours là? Je vous dirais que bien sûr, l'esprit du Hirak est toujours là, en ce sens que le Hirak est une idée. C'est une idée formidable qui, pour la première fois, énonce les contours d'un projet d'État qui sorte le peuple algérien de l'autoritarisme de près de 60 ans, centré autour du pivot de l'armée et des services de sécurité. Tout près de nous, le 16 février, j'étais à Khrata avec d'autres camarades. Nous avons constaté, avec la venue de citoyens de tous les coins du pays, il y avait des gens d'Adrar, des gens de Ghardaïa, des gens des Ores, des gens de l'Oranie, de tout le pays. Et c'était des dizaines de milliers de manifestants qui ont repris exactement le Hirak là où il a été laissé en février-mars 2020, avec les mêmes slogans qui posent la problématique de la nature de l'État, c'est-à-dire un État civil qui ne soit ni militaire ni religieux, un État de droit, une justice sociale, etc.
Donc, l'esprit du Hirak est toujours là. Je suis absolument formel. Il habite l'écrasante majorité des Algériens. Il les habite, il les anime, il les habite dans le sens positif, comme il habite dans le sens négatif la minorité qui a décidé de contrecarrer la volonté souveraine du peuple algérien par une série de coups de force qui ont détourné la révolution par la répression et l'instrumentalisation de la pandémie pour imposer des faits accomplis institutionnels successifs. Vous me demandez comment Gaïd Salah a pu arriver à détourner cette révolution et à réussir la contre-révolution. Je vous dirais que c'est une conjugaison de plusieurs facteurs. Le premier des facteurs, d'abord, c'est le résultat de la trentaine d'années avant 2019, c'est-à-dire depuis pratiquement la décennie noire. Depuis la décennie noire, la société civile et la société politique ne cessaient de s'affaiblir et de se compromettre pour une bonne partie d'entre elles avec le système corrompu et mafieux. Donc, c'est la première raison. La seconde, il faut dire également que sur un terrain strictement, disons, de la conscience citoyenne, l'armée, quel que soit ce qui s'est passé, l'armée restait en 2019 aux yeux du peuple algérien l'institution du recours ultime. C'est ce qui a favorisé le fameux Khawa Khawa qui a pu être l'arbre qui cache la forêt du coup d'État de Gaïd Salah. Il y a évidemment d'autres raisons, parce que vous me direz comment se fait-il que des millions de marcheurs dans toutes les villes d'Algérie n'ont pas pu amener au moins le système à récipicence, au moins l'amener à proposer une forme de transition co-gérée ou bien une forme de transition indépendante ou carrément dirigée par lui-même dans le sens de ce que demandait la population. Mais je vous dirais que il y a, en dehors de la faiblesse de la société politique et de la société civile, il y a 3 à 4 raisons fondamentales. La première, c'est l'inorganisation des forces en présence, des forces populaires en présence, qui sont opposées on va arriver à cela. On va arriver à cela. Voilà. La deuxième raison, je vous dirais que c'est la loyauté idéologique des appareils sécuritaires et judiciaires avec le commandement militaire incarné par Gaïd Salah qui avait profité pour faire le coup d'État. Il y a une troisième raison importante, c'est en fait la complaisance, ou plutôt la complicité des puissances occidentales et des puissances orientales qui voyaient dans le Hirak algérien la prémonition d'une démocratie qui remettra en cause l'inégalité actuelle des échanges et qui peut également allumer la bougie de la démocratie dans toute l'Afrique du Nord et tout le monde arabo-musulman. Voilà les raisons essentielles, à mon avis, qui ont permis à Gaïd Salah d'opérer un véritable coup d'État et ensuite de substituer carrément son pouvoir à celui de la présidence à partir
des casernes. On se souvient de ces discours qu'il faisait de manière hebdomadaire. On a perdu énormément de temps dans des histoires qui n'ont aucun sens. Structuration, pas structuration du Hirak, alors que c'est une affaire totalement naïve et totalement infaisable, impossible de structurer un mouvement comme le Hirak. Par contre, ce faux débat a fait passer beaucoup de gens à côté de la vraie solution. Il fallait s'organiser dans le Hirak, pas organiser le Hirak. Il fallait, dès le départ, que les forces en présence dans le Hirak s'organisent. C'était notre cas qui avions appelé dès le 4 mars 2019 à l'auto-organisation du courant démocratique, des citoyens du courant démocratique, pour renforcer la mouvance politique démocratique qui accepte de se mettre aux côtés du peuple. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus à temps, mais ces dernières, depuis le 5 décembre 2020, nous avons lancé un appel clair en direction du courant citoyen démocratique de la société civile, c'est-à-dire des citoyens qui sont en dehors des partis politiques, mais qui se revendiquent du courant démocratique, pour s'organiser ensemble dans une confédération de collectifs et d'individualités tout à fait autonomes, mais s'organiser autour de l'appel qui préfigure déjà les mécanismes de sortie de crise que nous souhaitons, et autour également du modèle d'État alternatif que nous voudrions voir construire. À mon avis, c'est ce qui manque aujourd'hui, parce que le courant démocratique est le seul qui n'est pas organisé, parce que de l'autre côté, les courants conservateurs, le courant dit nationaliste, il est avec le pouvoir. Les courants conservateurs se divisent essentiellement en deux. Je parle du courant islamiste. Une tendance radicale qui est à l'étranger et qui est dans un radicalisme total et qui essaye de profiter de la révolution pour en fait effondrer le système, effondrer l'État plutôt, et une tendance participationniste qui est en Algérie, qui a dès le départ pris fait et cause avec les décideurs du commandement militaire. Il reste le courant démocratique qui est le seul qui n'est pas organisé et qu'il faut impérativement organiser si l'on veut être présent lorsque la solution réelle émergera.